Peggy 18. Coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ce deuxième épisode de la foulée pour les nuls, vidéo très simple et très complexe à la fois, car on va sortir un petit peu des sentiers battus. Et ouais, va falloir se servir un petit peu de votre cerveau, je suis désolé, je sais qu'on est sur YouTube, mais bon, je crois en vous. Donc on va commencer par réfléchir ensemble sur cette étude de cas. J'ai fait courir les frères triplés de différentes façons. On va comparer ces deux techniques en se posant la question que tout le monde se pose. Quelle est la meilleure façon de courir? Puis dans une deuxième partie, on poussera la réflexion un peu plus loin et on s'intéressera à la situation dans le cas général en s'appuyant sur certaines études récentes. On parlera blessures, performance, on se demandera s'il faut apprendre à courir, oui. Et on parlera même chaussures parce que c'est la semelle de la chaussure qui vous amortit, donc au niveau des jambes, du dos, etc. C'est vraiment super important d'avoir des bonnes chaussures, dynamique au support, des semelles de compétition. On va courir plus vite avec ces chaussures-là. Comme c'est complexe, regardez bien cette vidéo du début à la fin sans sauter les étapes. J'ai conçu cette vidéo en suivant une certaine logique dans la démonstration, donc suivez-la en entier avant de m'insulter dans les commentaires. Tu dis des conneries, espèce de connard, c'est de la merde, vous êtes de la merde. Mais insultez-moi quand même à la fin parce que 15 pages de script pour produire une merde pareille, ça mérite quand même quelques insultes. On commence par l'étude de cas, j'ai superposé les deux images pour vous prouver qu'on a la même vitesse, environ 10,5, donc une allure tranquille, car faire des vidéos sur les pros à 20 km/h, bah c'est chouette, mais nous on peut pas trop s'y comparer avec notre niveau de gros nul. On rentre dans le vif du sujet avec la pose de pied, donc c'est un peu le truc à la mode et donc ce qu'on regarde en premier sur une foulée. Donc ici à droite on a le talon qui attaque en premier, et de l'autre côté donc on a une attaque avec le pied plus à plat, donc qu'on appellera medio-pied, ou mezzo-pied si vous êtes italien. À droite donc la pose se fait loin en avant du corps avec le genou tendu, donc ce qui n'est pas très rassurant car on va pas vraiment pouvoir amortir l'impact, et en plus on va se freiner puisque la jambe vient en opposition avec le mouvement. Dans l'autre cas, donc en posant le pied sous le corps avec le genou fléchi, on va pouvoir amortir sans se freiner et en plus on va pouvoir emmagasiner l'énergie élastique grâce notamment aux mollets, aux tendons d'Achille et aux pieds qui vont fonctionner comme un ressort. Mais je pense que vous connaissez bien ça. Tout à fait. Non. D'ailleurs, si j'avais posté ça comme ça sur Facebook, vous m'auriez peut-être conseillé d'apprendre à courir comme ça. Et comme vous êtes intelligent, vous êtes abonné à cette chaîne et vous avez vu la précédente vidéo qui explique que la foulée est un iceberg, et vous avez compris aussi que la pose de pied ne fait pas tout, et donc il faut faire preuve de nuance. Donc, vous ne m'auriez pas juste conseillé de chercher à ne plus poser le talon en premier, mais peut-être de commencer par réduire ma longueur de foulée, pour moins jeter mon pied loin devant, ou encore d'augmenter ma fréquence, donc ce qui est généralement le meilleur des conseils pour débuter et la première des choses à faire. La fréquence et l'amplitude, bah justement parlons-en. Donc pour mesurer ça facilement, on va compter les pas donc sur une distance donnée, environ 9-10 mètres ici. Donc on va voir en haut donc, que je fais environ, je vais arriver à 10 pas, donc en haut, et 9 pas dans l'autre. Donc en haut j'ai fait de plus petits pas mais plus fréquents, en bas de plus grands pas mais moins fréquents. Car la vitesse, c'est le résultat de la fréquence fois l'amplitude. Donc à vitesse égale, si j'augmente ma longueur de foulée, je diminue ma fréquence et inversement. Dans le détail, et grâce à quelques calculs et capteurs, donc concrètement, je fais des foulées de 1 mètre en médio-pied et de 95 cm en talon, pour des fréquences qui vont de 175 à 185 pas par minute respectivement. Mais attendez un instant là, vous vous souvenez du conseil que j'ai donné juste avant? Je fais déjà des pas plus petits et plus fréquents et pourtant c'est là que je talonne. Donc en plus, quand on regarde l'angle d'ouverture de mes jambes, j'ai une plus grande ouverture et pourtant je fais des plus petits pas. Comment est-ce possible? Est-ce que ça devrait pas plutôt être l'inverse? Où est l'erreur? Enculé. Bien, l'erreur, c'est de considérer qu'en courant, on ne se déplace que sur un plan horizontal comme on le ferait à vélo ou comme un train sur des rails.
alors que la course en réalité c'est une succession de bonds. Ça c'est la problématique de l'oscillation verticale. Qu'on leur coupe la tête! Déjà le bourreau s'apprête. On va leur couper la tête. L'oscillation verticale, comme son nom l'indique, c'est le déplacement que l'on fait de haut en bas. Donc environ 4 cm en haut pour la foulée talon, 8 cm en bas pour la foulée médio-pied. Je sors pas ces chiffres totalement par hasard, vu que c'est le genre de données que l'on peut obtenir avec les capteurs Garmin, dont on reparlera une autre fois. Je vous montrerai ce qu'on peut faire avec ça en allant courir au quotidien. Alors quelle est la problématique de l'oscillation verticale? Donc en raison de la gravité qui me tire vers le bas, plus je vais monter vers le haut, plus je vais alors dépenser une énergie pour lutter contre cette gravité. Donc ce que l'on voit ici à gauche. Alors qu'à droite, j'avance de façon beaucoup plus horizontale. Mais en plus de ça, puisque je monte plus haut, eh bien je vais aussi tomber de plus haut, et donc avoir en quelque sorte plus à amortir sur le plan vertical. Imaginez, si je saute du premier étage ou si je saute du 5e étage, à votre avis, dans quel cas est-ce que je vais me faire le plus mal? Je vous invite à essayer, et n'oubliez pas de m'envoyer la vidéo via YouTube, mais lâchez un petit pouce bleu avant. En résumé, sur la foulée médio-pied à gauche, je suis plus vertical, sur la foulée talon à droite, je suis plus horizontal. Mais vu sous cet angle, eh bien la foulée médio-pied, elle paraît peut-être pas si géniale que ça. Hein. Donc cela dit, il faut aussi garder à l'esprit que c'est grâce à l'oscillation que je fais des plus grands pas. Donc il y a des avantages et des inconvénients, donc ce que je résumerai par ce que je gagne d'un côté, je le perds de l'autre. On va en reparler. Un dernier point pour finir cette étude, on pourrait donc diviser la foulée en deux temps, un temps passé en contact au sol et un autre temps en l'air. Donc en mesurant cela, à droite je passe relativement plus de temps au sol, à gauche je passe relativement plus de temps en l'air. Donc en changeant un petit peu de vocabulaire, on pourrait alors dire que je suis plus terrien à droite et je suis plus aérien à gauche. Mais pourquoi je vous embête avec mes chiffres là ? Venons-en aux faits. Je reprends donc l'image du début en prenant tout en compte cette fois-ci, donc on change de vocabulaire, on fait quelques modifs. Voilà, donc ça c'est une vision déjà beaucoup plus complète et moins biaisée de la réalité. Donc avant d'être bien ou pas bien, c'est surtout différent. Donc avec des avantages, encore une fois, et des inconvénients de chaque côté. Dans le style plus aérien, donc je suis économe par la capacité à stocker et utiliser l'énergie élastique. Problème, je sollicite plus fortement le mollet, le tendon d'Achille et le pied, donc je risque de me blesser à ce niveau-là. Dans le style plus terrien, je suis économe par la capacité à pousser vers l'avant plutôt que vers le haut, et donc à moins lutter contre la gravité. Problème, par ma posture, c'est plus les genoux, les hanches et le dos qui vont potentiellement beaucoup plus souffrir. Le seul point commun, c'est que dans les deux cas, eh bien je vais souffrir. Et ouais, c'est un sport de con, je suis désolé, fallait réfléchir avant de vous y mettre. Maintenant, avec des si, donc en admettant que mes qualités physiques personnelles, ma morphologie, ma génétique ou quoi que ce soit fasse que je sois naturellement plus adapté à tel ou tel style et que ce soit ma façon instinctive de courir depuis toujours, il est tout à fait possible que l'un comme l'autre soit équivalent en termes d'économie de course, et qu'éventuellement je me blesse autant dans un cas que dans l'autre. Mais vous ne me croyez pas, n'est-ce pas ? Faux ! Eh bien, un grand philosophe a dit un jour « Les hommes mentent, mais pas les chiffres ». C'est la raison pour laquelle le laboratoire Volodalen, donc qui travaille depuis des années sur ces problématiques, a réalisé plusieurs études qui mettent en évidence le fait que chaque coureur a naturellement une tendance plus ou moins terrienne ou aérienne, un peu à la façon dont on est gaucher ou droitier, et donc c'est ce qu'on appellera les préférences motrices. Concrètement, comment ça marche ? Donc en gros, on évalue un coureur en prenant un certain nombre d'indicateurs comme l'oscillation verticale par exemple, mais il y en a plein d'autres. On place tout ça sur une échelle et en faisant une moyenne, on peut dire que ce coureur est plutôt aérien. Vous constaterez au passage donc que c'est pas binaire, c'est une échelle avec des nuances. Donc sur papier, il est tout à fait possible d'avoir un style aérien avec une attaque talon. Donc c'est toujours une question de tendance. Là où ça devient intéressant, c'est que Volodalen a montré que le coureur terrien comme le coureur aérien sont autant économes l'un que l'autre.
Donc il n'y aurait pas qu'une seule bonne manière de courir, mais potentiellement plusieurs, en fonction de chacun, car on est tous différents. Et donc chaque technique a ses avantages et inconvénients. Tout cela est donc probablement la raison pour laquelle, même à haut niveau, on retrouve des styles différents. Pour la petite histoire, j'étais un petit peu sceptique par rapport à cette approche, parce qu'elle va justement à l'encontre de certaines croyances, donc j'ai décidé de mener mes propres recherches sur le sujet pour mieux comprendre. Et finalement, plus j'avance, plus je me rends compte que la théorie se vérifie assez bien dans le monde réel. À condition néanmoins de comprendre qu'il y a beaucoup de nuances, encore une fois, et que les différences sont parfois assez fines. Cela dit, il y a toujours effectivement des anomalies et des cas particuliers, voire vraiment extrêmes, qui échappent complètement à toute logique. Donc je prends un exemple avec Jim Walmsley, le très bon trailer américain qui est le coureur le plus aérien qui soit. Donc il est tellement aérien qu'en tapant son nom sur Google, vous ne trouverez pas une photo où il ne vole pas. Sur le plan technique, il est extrêmement oscillant et sa fréquence ne dépasse jamais les 160, quelle que soit l'allure ou le terrain. Ça ne devrait pas être possible de courir comme ça sur des ultras, car beaucoup trop exigeant physiquement, et pourtant ça reste un des meilleurs mondiaux. En tout cas, pour la sieste après le 100e kilomètre, c'est le champion du monde. A l'inverse, en France, on a le légendaire Ludovic Pommeret, qui devrait déjà avoir chopé un cancer du genou depuis longtemps vu les tremblements de terre qu'il déclenche à chaque foulée, mais pourtant, il court toujours. Comme quoi, la foulée ne fait pas tout, et bien des coureurs talons ne se blessent pas, sont performants et pire encore, prennent du plaisir à courir comme ça. La vie est injuste. Néanmoins, certains d'entre vous devraient être dérangés par le fait que je vous ai présenté une foulée de talons qui ne représente pas ce que vous voyez dans la rue, et vous me direz donc à juste titre que j'ai triché. Papa, tu triches? Oui, mais j'ai le droit. Évidemment, c'est une simulation. Car dans la réalité, vous savez tout comme moi que l'attaque talon se retrouve plutôt chez des coureurs à des fréquences très basses, genre 150, 160, et avec une oscillation importante. Donc ce qui est vrai aussi. Et vous me direz, l'attaque talon, c'est jamais naturel. Si tu enlèves ta grosse chaussure amortissante et si tu cours pieds nus, tu verras qu'il est impossible de courir sur les talons. Ça, c'est un autre sujet, donc je vous propose ici donc une piste de réflexion que je ne suis pas le seul à avoir. Vous faites ce que vous voulez avec, c'est la problématique de la chaussure. Là, apparemment, c'est des chaussures qui courent vite, parce que une grosse semelle. Les chaussures, donc c'est comme certains médicaments, il faut savoir doser, et il y a toujours des effets secondaires. Concrètement, du fait de l'amorti et du poids entre autres, on se retrouve souvent avec une forte attaque talon rendue confortable, mais qui ne serait pas possible pieds nus sans se faire mal, et avec une fréquence souvent plus faible de ce qu'elle aurait été pieds nus. Donc il y a des études là-dessus aussi, c'est comme ça, on sait que quand on met quelqu'un pieds nus, miraculeusement, il a tendance à augmenter sa fréquence, et au pire, à attaquer un peu moins fort du talon quand il ne bascule pas complètement sur une attaque médio-pied. Bref, en tout cas, la technique est plus ou moins modifiée que l'on court pieds nus ou en chaussures, et en faisant un gros raccourci et en simplifiant, on sait aussi que ces modifications techniques comme la réduction de la fréquence par exemple, entraînent une augmentation de l'oscillation, de l'impact et du risque de certaines blessures. C'est ainsi donc que la chaussure qui, à la base, est conçue sur une bonne intention qui est de limiter les blessures et d'absorber l'impact, se retrouverait potentiellement à long terme à augmenter, malgré elle, certains risques en dégradant notre façon naturelle de courir et notre capacité instinctive à contrôler au mieux le stress par une technique plus légère. Donc ce que j'ai gagné d'un côté en mettant de l'amorti et du contrôle, je l'ai perdu de l'autre, encore une fois. Est-ce que la somme finale est positive pour tout le monde sans distinction? On peut se poser la question. Et de quelles chaussures parlons-nous? Parce qu'entre des Five Fingers et des Henko, il y a quand même beaucoup de nuances entre les deux. Et comme dans tout, c'est souvent l'excès qui est néfaste. Alors où est le juste milieu? Qu'est-ce que trop ou pas assez? Et surtout pour qui? Pour toutes ces questions-là, renseignez-vous du côté de la clinique du coureur. Mais pour terminer sur cette problématique, on peut supposer que dans un monde sans chaussures, l'attaque talon de Monsieur Tout-le-Monde serait probablement plus proche de celle que je vous ai présentée en simulation, c'est-à-dire légère, haute fréquence, peu oscillante. On conserverait les tendances des styles terriens et aériens, mais tout le monde ne courrait pas exactement pareil et médio-pied pour autant. Seulement voilà, dans la société actuelle, on vit en chaussures au quotidien et notre corps s'est adapté à cela. Je voudrais terminer cette vidéo sur une touche positive et sur le seul et unique message important à mes yeux.
La touche positive donc, c'est que le corps s'adapte à tout. Il s'adapte aux chaussures comme il s'adapte à son absence, il s'adapte à tout. Même à des choses qui ne sont pas prévues initialement par la nature, ni forcément souhaitables. On a un corps qui est une machine fabuleuse, il n'y a pas plus perfectionné sur Terre. Il faut être conscient de cette chance immense qu'on a d'avoir un corps qui fonctionne bien. Alors respectons-le, entraînons-le, faisons-lui confiance et il nous le rendra. Deuxième point. On peut toujours évoluer, rien n'est jamais figé. Dans tous les cas, qu'on soit né terrien, aérien ou autre, rien n'empêche d'évoluer légèrement dans un sens ou dans l'autre, quelle qu'en soit la raison ou l'objectif. Rien n'empêche non plus d'améliorer sa foulée, mais la façon de faire et les objectifs seront différents et uniques à chacun, car on est tous différents. Différents, mais tous égaux, égaux dans la capacité à faire des efforts pour s'améliorer. Sur un plan plus général, ce qui compte vraiment, c'est pas ce que l'on est. C'est ce que l'on fait à son niveau, à son échelle, avec ses capacités, en partant de ce qu'on nous a donné à la base. On ne peut jamais revenir en arrière en espérant changer la donne initiale, mais on peut toujours agir et avancer en faisant au mieux. Alors, arrêtons de nous poser trop de questions et de tourner en rond, arrêtons de nous perdre dans des débats stériles sur les internets, de rentrer dans des guerres d'ego pour savoir qui a raison ou qui a tort, qui est bon, qui est mauvais, qui court bien ou mal, ça, on s'en fout. Ça, c'est sans fin et ça n'apporte rien de positif. L'essentiel, c'est de passer à l'action, d'expérimenter, d'essayer de se faire son propre avis, mais d'agir. Car c'est ça être vivant. Vivre, c'est agir.